Alors, je vais vous faire participer parce que c'est la digestion, mais il faut quand même se réveiller et tout ça. On va pas s'endormir, on va pas faire la sieste. Qui a déjà entendu le nom snapshot.debian.org? Ok. Qui sait exactement ce qu'il y a sur snapshot.debian.org? Ah, il y a déjà un peu moins de monde. Snapshot.debian.org, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on va récupérer des paquets qui ont été archivés tout au long de la vie de la distribution de Debian. Vous avez peut-être déjà vu que quand vous cherchez un paquet pour stable, testing, unstable, vous avez des versions, éventuellement des backports, des updates de sécurité. Mais dès qu'une version ultérieure arrive dans unstable, l'ancienne, pouf, elle disparaît. Et en fait, non, pas tout à fait, puisque depuis 2005, on archive sur snapshot.debian.org les paquets tels qu'ils ont été vus dans la distribution. Et ça permet de regarder un petit peu ce qui s'est passé il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Et éventuellement de voir toutes les versions intermédiaires, ou presque toutes les versions intermédiaires. Il faut savoir que quand on dit depuis le début, c'est depuis 2005 environ qu'on a commencé vraiment à archiver les paquets. On a des archives pour Debian, pour Debian Security, pour ce qui part sur archive.debian.org, pour Volatile quand ça existait encore, pour les backports quand c'était encore un truc séparé, etc. Donc on peut retrouver comme ça plein de choses. Donc si on regarde sur snapshot.debian.org, on voit qu'on a justement toutes les archives sur la partie gauche qui sont mentionnées. Assez souvent, on va les taper dans Debian tout court, mais on peut avoir besoin d'aller voir ce qui se passe dans Debian Debug, qui est une archive à part, qui a été créée il n'y a pas longtemps, pour exporter tout ce qui est paquet de débugage. Et on peut aussi avoir besoin de Debian Security, ça peut toujours être pratique. Globalement, comment on fait pour utiliser snapshot.debian.org? On va pouvoir sélectionner ici un nom de paquet source, ou bien un nom de paquet binaire. Alors, je vous ai préparé, comme je disais, je n'ai pas de slide formel, mais on va regarder un petit peu ensemble des recherches classiques. Ici, je me suis intéressé au paquet dpkg. Donc, vous voyez peut-être l'URL, c'est snapshot.debian.org/package/dpkg. On a toute la liste des versions qui ont existé un jour, depuis 2005, de dpkg. Vous voyez notamment des versions tilde, multi-arch et compagnie. C'est ce que j'avais essayé de mettre dans l'archive avant que le mainteneur dise non, non, mais ton truc c'est tout pourri, je remets ma version à moi. Et comme ça, on peut aller regarder le paquet source tel qu'il était dans l'archive à ce moment-là et faire un diff entre ma version et la version du mainteneur pour voir un petit peu si c'était complètement à côté de la plaque ou pas si mal en fait. Enfin bon, c'est un petit exemple complètement au hasard. Ici, un cas un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que DPKG, globalement, c'est un paquet source DPKG et le paquet binaire DPKG. Bon, il y a d'autres trucs, etc., mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Un cas qui est beaucoup plus embêtant, c'est le cas du paquet source Linux. Pourquoi? Parce qu'il fournit plein de paquets binaires. Et quand je dis plein, c'est vraiment plein. Genre, l'ascenseur, on va à peine le voir tellement ça scrolle de haut en bas. Et ces noms de paquets changent avec le numéro de version du noyau. Votre paquet qui installe votre noyau Linux, c'est un Linux-image-un numéro qui ressemble à un numéro de version du noyau, -MD64, -386. Il y a plein de paquets comme ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, je vous ai pris à côté, cliquez sur le 4.9.30-2 plus deb etc. Alors, quand je vous disais qu'il y a plein de paquets binaires, il y en a vraiment plein. Pourquoi? Parce qu'on a plein de composants qu'on peut utiliser dans le Debian installeur qui sont produits par ce paquet source. Maintenant, si on regarde notre, oh, se calme. Hop. Notre Linux image, on voit qu'on a un 4.9.0-3, etc. Et là, pour une fois, dans Stable, on a eu un changement de version majeure. On est passé du 4.9.0-3 à -4. Donc c'est une source un petit peu particulière, éventuellement de difficulté lors des mises à jour. Parce que le nom de votre paquet binaire installé sur votre système, maintenant, c'est plus le même entre 9.0 et 9.2 ou 9.3. Donc vous pouvez remonter à un autre paquet binaire produit par le même paquet source dans une version antérieure. Donc c'est vraiment la machine à voyager dans le temps. Donc c'est génial. Donc ici, vous avez une version ultérieure. On voit bien le 4.9.0-4 qui a remplacé le -3. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est un tout petit peu différent, que je n'ai pas mentionné sur cette page dès le départ. Donc vous avez un petit peu d'historique, ce qui s'est passé il y a quelques années, etc.
Le truc qui est très intéressant, c'est que dans notre sources.list, on peut mettre donc snapshot.debian.org/archive/debian, donc c'est le nom de l'archive qu'on a recopié là-haut, et ensuite derrière un timestamp, donc un horodatage. Ici, on veut récupérer le composant main de la distribution Lenny telle qu'elle était en 2009, en octobre, le 4, au moment du déinstall du 11h18, enfin qui s'est terminé 11h18, 00 heure UTC. Ça permet de simuler l'archive Lenny telle qu'elle était à ce moment-là. Du coup, on peut se téléporter dans le temps, pas seulement pour un paquet source, un paquet binaire dans une version particulière, mais on a la vision de l'archive telle qu'on l'avait à ce moment-là. Vraiment, la machine a voyagé dans le temps. C'est génial. Après, un problème classique, c'est que les archives, il y a un coup de tampon GPG qui est mis dessus. Pour dire, ce truc-là, c'est valable pendant une semaine, 2 semaines, 3 mois. Et au bout d'un moment, pas forcément les signatures, mais les clés qui ont été utilisées pour les signatures peuvent expirer. Donc vos systèmes de maintenant ne font pas confiance aux clés d'il y a 10 ans qu'elles ne connaissent peut-être même pas du tout, parce que votre système vient d'être installé avec d'autres clés auxquelles on fait confiance. Du coup, on peut avoir besoin d'adapter un petit peu et de dire, je vais dire à APT, ouais, non, mais le champ valid until, le valable jusqu'à telle date, et ben hop, on l'ignore complètement parce qu'on a besoin de prendre la machine à voyager dans le passé. Alors, à quoi ça peut... J'arrête pas de dire que c'est trop bien, c'est trop bien. L'idée, c'était de vous prouver ça, pas par A plus B, mais par 3 exemples. Le premier, c'est... on est en juin, on voulait reliser le 17 juin, et en juin, on se rend compte qu'en fait, l'upgrade d'un système de base, installé avec toutes les options par défaut en JSI, vers Stretch, ne marche pas. Et ben, je peux vous dire qu'en tant que membre d'équipe de publication, on n'emmène pas large. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment on n'a pas vu ça avant. C'est dans ma to-do list pour la semaine prochaine à Cambridge de dire non, il faut mettre en place des trucs et des alertes et qu'on ait des mails et qu'on traite ces trucs-là. Parce qu'il y avait des trucs qui avaient détecté, mais personne n'avait remonté l'alerte. Maintenant qu'on a dit qu'il faut être mieux là-dessus, comment on fait pour résoudre le problème? Eh ben, l'idée, c'est, on voit qu'à telle date, le job a dit là, c'est pas bon. Mais une semaine avant, le job disait c'est bon, ça se passe bien. Du coup, il y a un truc dans l'archive qui a bougé, donc soit dans Jessie, soit dans Stretch, entre la date où ça se passait encore bien et la nouvelle où ça se passe pas bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est un bisect au niveau de l'archive. Donc vous connaissez peut-être les guides bisect qui disent bon bah voilà, je pars de là, c'était bon, de là c'est pas bon, puis ensuite on coupe la poire en deux, on teste, et puis ensuite on regarde à gauche ou à droite. Mais là, j'ai fait exactement pareil avec tous les timestamps disponibles entre le timestamp qui correspondait à la date où ça se passait bien et le timestamp où ça commence à mal se passer. Donc on coupe en deux, on regarde, ça se passe bien, pas bien, etc. Et comme ça, en quelques essais, donc il a juste fallu dans mon sources.list que je dise je veux utiliser archive.debian.org, je veux l'utiliser à telle date. En plus, c'était pas longtemps dans le passé, donc du coup, j'ai pas eu besoin de dire on s'en fout des dates de validation, des signatures, etc. Et ça permet de dire, voilà, il y avait tel paquet d'archives en telle version à gauche, la même chose à droite, le déinstall d'après, donc 6 heures après, et après, par élimination, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Au final, ici, c'était une update complètement anodine. Oh, c'est un certificat de Java, il dépend de Java 7 ou de Java 8. Bon, on change la dépendance, on met à jour sur... Et ça a eu un effet de bord qui a changé la façon dont les triggers DPKG étaient appliqués. Les mainteneurs d'APT, les gens de la Rollissim et compagnie ont commencé à chercher des raisons, des explications, etc. Mais on ne sait pas trop, c'est pas de bol, ça devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Et ça impactait la mise à jour d'une Debian de base. Vraiment pas de bol. Mais grâce à ce mécanisme-là, on a pu savoir exactement ce qui s'est passé, à quel moment. Et en gros, on était restreint à une liste de 10, 15, 20 paquets qui avaient bougé, qui étaient dans les systèmes effectivement installés avant ou après l'upgrade. Donc comme ça a permis de limiter énormément le champ d'investigation. Et tant mieux, parce que quand on a su quel paquet était impliqué, on n'avait pas d'explication. Donc si on n'avait même pas eu cette notion-là, on était perdu. Il me reste encore un peu de temps? Il me reste encore un peu de temps. Ah, j'essaie de speeder, mais il y a plein de trucs à raconter. Ensuite, un peu avant, un peu après ça, on s'est retrouvé à dire bon, youpi, Stretch est réalisé, donc maintenant on bosse sur Buster. En général, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas trop traîner avant de sortir une nouvelle version de Debian Installer, parce qu'il y a plein de changements qui étaient bloqués dans Unstable qui d'un seul coup se retrouvent à passer dans le testing, parce qu'il n'y a plus le gel en place, etc.
Le problème, c'est que on a des compilations automatiques, des daily builds tous les jours de Debian Installer, et il y a des gens qui ont noté que il y avait un problème, l'installeur dans buildé, enfin compilé avec Unstable, en fait pas marche, écran noir. Donc c'est un peu nul comme truc. Sauf que écran noir, on n'a pas la main, pas de diagnostic, enfin il n'y a absolument rien à faire, quoi. Donc du coup, ça, quand est-ce que j'ai eu le temps de commencer à traiter? C'était fin juillet, début août, en gros pendant DebConf à Montréal. Et ben du coup, il s'est passé plein de choses entre-temps. On a beau conserver toutes les images intermédiaires qu'on a compilées, si jamais on veut recompiler une image avec juste un paquet différent pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ajouter du débugage, essayer d'ouvrir un canal pour taper des commandes et puis récupérer des fichiers, etc. Ben, en fait, on peut pas. On peut pas, sauf que, en fait, bien sûr que si, on peut. Alors, ça passe pas du tout, je vais essayer de vous changer les couleurs rapidement. Tac. Oui, oui, non, mais ça. Tac. Non, ça c'était Tango dès le départ. Ça c'est bien. Et hop. Alors du coup, moi ce que j'ai fait, c'est dans Debian Installer, j'ai fait un petit commit qui ajoute le support de snapshot TS. Donc j'ajoute une variable qu'on peut positionner, qui est le timestamp qu'on veut récupérer depuis snapshot. Et si oui, qu'est-ce que je fais dans le Debian Installer? Globalement, lui, il utilise apt pour aller chercher les UDEB, tous les trucs qu'on a vus au tout début, tous les paquets générés par le noyau. Il va récupérer ça, mais depuis un miroir. C'est pas inclus directement, c'est des binaires, hein, donc on va les chercher sur le miroir. Et du coup, quand cette variable est positionnée, j'utilise le snapshot.debian.org avec le timestamp qui va bien, ce qui me permet d'aller chercher les UDEP tels qu'ils étaient à telle date. Et là, de la même façon, j'ai pu progressivement dire, bah voilà, telle image fonctionnait, celle-là fonctionnait, et hop, c'est à ce moment-là que ça a cassé. Or, dedans, vous voyez le noyau qui est mis à jour et systemd. Deux très bons candidats, surtout systemd, on l'aime pas, machin, c'est toujours sa faute et tout. Manque de peau, le noyau innocent, systemd innocent. C'est libexpat qui a tout cassé. Expat, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça faisait que Xorg se prenait une segfault, et du coup, écran noir, et du coup, pas d'entrée, pas de sortie, pas de contrôle Alt F1 et compagnie, parce que c'est Xorg qui gère ça, donc tout plantait. Le problème, c'est que quand j'ai eu du temps pour ça à DebConf, le problème, c'était corriger tout seul, parce que libexpat, entre-temps, avait été mise à jour. Donc je me suis cassé un petit peu pour faire tout ça, juste pour découvrir que en fait, le problème était automatiquement résolu. Et pendant ce temps-là, on se dit c'est bon, j'envoie le mail qui dit c'est bon, tout se passe bien, etc. Et manque de peau, il y a eu un autre problème qui a recassé des biens installeurs pendant que le problème s'était auto-corrigé. Et cette fois-ci, c'était systemd. Ouf, c'est bon, le monde est cohérent. On a donc en gros, j'annonçais le 8 août, ah c'est cool, black screen, machin, compagnie, le problème est corrigé. Et un petit peu plus tard, c'était au retour de DebConf, le 19 août, pas de bol, notre udev-udeb, donc qui est la partie udev de systemd qu'on utilise dans Debian Installer, il y a eu un changement de fichier de configuration, etc. Et en gros, tout ce qui gérait la couche d'input, tout ce qui est clavier, souris, touchpad, etc., le fichier de conf n'était pas présent. Et du coup, on n'avait aucune entrée dans Debian Installer. On avait X, mais on n'avait aucun moyen d'interagir avec. Et à nouveau, en partant de la dernière version qui fonctionne et en regardant la première qui semble ne pas avoir fonctionné correctement, donc c'est des choses qui avaient été vues par les downstreams, donc les Purism OS, enfin Pure OS de Purism, etc., avaient ce problème-là. Mais en fait, ça venait d'une régression dans udev-udev. Et typiquement, en comparant timestamp par timestamp, on a bien le dernier qui était OK, le premier qui est KO, et on a bien les paquets impliqués, les versions avant-après. Et c'est comme ça que on a un problème d'input et il y a UDEV qui a été mis à jour. C'est probablement lui. Et c'était effectivement le cas. Donc voilà, les snapshots, c'est bien, mangez-en. Et puis voyager dans le temps, ça coûte pas cher. Ah oui, s'il y a des questions, je prends les questions. Oui, est-ce que ça t'a beaucoup servi lors de la migration de Debian 6 à Debian 8? Ces snapshots-là, pas du tout. Effectivement, donc pour la vidéo, j'ai donné un autre talk ce matin où je parlais de snapshots. Là, c'est des snapshots officiels faits par DESA, l'équipe d'admin de Debian, sur lesquels j'ai pas du tout la main. On peut voyager dans le temps et regarder un petit peu ce qui s'est passé.
Ce que j'évoquais ce matin, ce sont des snapshots qu'on fait, on va dire, en interne dans une société, dans une structure quelconque, où on va figer une liste de paquets qu'on veut à un moment donné. Ça peut être une fois par jour, ça peut être une fois par mois, etc. Mais ça ressemble beaucoup, mais c'est quand même deux concepts différents. Et du coup, dans RepRepro, par exemple, c'est possible de mettre en source un snapshot de Je pense pas que ça snapshot. pose de problème particulier. C'est juste une URL, alors je ne connais plus exactement les termes, mais c'est une upstream source, enfin un truc comme ça. Donc ça doit fonctionner pareil. Le problème que tu risques d'avoir, c'est la validation de la signature GPG dessus. Donc il faut avoir les clés en local qui vont bien, etc. Ou probablement passer une option pour dire bah, les signatures, on s'en moque un peu. Ah oui, et vu que je n'ai pas de slide, tac. Je vais juste mentionner DebSnap, D-E-B-S-N-A-P. DebSnap, plutôt que d'utiliser l'interface et d'aller chercher à la main le nom du paquet, le numéro de version, etc., vous permet de télécharger par défaut, quand vous passez un seul paramètre, le nom d'un paquet source. Il va vous récupérer toutes les versions de ce paquet source. Si vous passez paquet et version, il vous récupère la version en question de ce paquet-là. Mais vous pouvez aussi lui dire, donne-moi les binaires pour AMD64, pour All, pour i386, etc., de tel paquet dans telle version. Et comme ça, vous pouvez automatiser la récupération depuis le site sans avoir besoin de faire clic, clic, clic dans une interface web, ce que personne n'aime faire. Voilà. Qui présente quelque chose ?